Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire donc de revue technique des marchés avec Laurent qui vient d'arriver. Donc, Laurent qui est président de la FAT avec qui donc BNP organise ces webinaires. Je vais laisser la parole à Laurent qui va pouvoir vous parler de la FAT. Merci Mathieu, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Ok, ben écoutez, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui est organisé conjointement entre BNP Paribas et la FAT que je représente. Alors vous connaissez tous très bien BNP Paribas, peut-être que la FAT vous connaissez un petit peu moins cette association, c'est l'Association française des analystes techniques et c'est une association de loi 1901, un but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion de l'analyse technique, une analyse technique que nous espérons de qualité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant la prochaine heure en regardant ensemble les actifs que vous nous avez soumis. Une fois de plus, les actions sont à l'honneur puisqu'on nous a Exactement. interrogé sur Soitec, Michelin, Natixis, Ruby, Saint-Gobain. Alors, vous le voyez, il y en a plusieurs et je tiens d'ores et déjà à vous féliciter car je vois que mes recommandations ne tombent pas dans l'oreille de sourds. Vous nous précisez maintenant à chaque fois l'horizon de temps qui vous intéresse. C'est un grand progrès. Félicitations parce qu'effectivement, c'est quand même capital de savoir, quand on établit un diagnostic, de savoir si on le fait, sur quel horizon de temps on le fait car vous l'avez bien compris, on peut déboucher et conclure sur des analyses qui sont différentes, voire contraires, en fonction de l'horizon de temps que l'on considère. Donc, ceci étant dit, bah, écoute Mathieu, je pense qu'on peut y aller directement et D'accord. on peut d'ores et déjà regarder ensemble Soitec. Alors, il faut que tu me permettes, Mathieu, C'est fait. de Je vais passer le partager contrôle de mon l'écran. écran. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on commence par Soitec, c'est ça? Bah écoute, on peut commencer par Soitec. Donc Soitec, titre qui a été enfin, qui intéresse Daniel, donc à moyen long terme, c'est-à-dire 3 à 6 mois. Très bien. Alors, on va déjà regarder ensemble quelle est la physionomie générale de Soitec en bougie hebdomadaire sur un horizon de temps de 5 ans. Voilà, je compresse un petit peu, bien volontairement, pour vous permettre de comprendre en un seul coup d'œil que on est sur du long terme, tout proche d'un niveau de résistance qui a fonctionné correctement il y a 3 ans, en juin 2014, niveau de résistance à 48,65 et on a fait un plus haut cette semaine à 48. Donc vous le voyez, le marché a décidé de prendre ses bénéfices à proximité de cette résistance. Et ce qu'on peut également observer, je vous rappelle que c'est de l'hebdomadaire qu'on a actuellement à l'écran, c'est la bougie actuelle. Alors c'est une bougie qui ne sera conclue que demain soir, mais enfin vous le voyez, à moins d'une forte accélération haussière ou baissière, il y a de fortes chances que cette bougie se termine telle qu'elle est actuellement à l'écran, c'est-à-dire en doji. Alors peut-être qu'il y aura une petite modification d'ici demain, ça sera peut-être une toupie, mais vous le voyez, on va finalement vraisemblablement clôturer demain soir très proche des cours de lundi matin. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on a comme ça un doji qui se forme sous une résistance, qu'on a de la pression vendeuse qui rentre sur le marché et qu'on a finalement un équilibre dans le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs qui fait que on a une semaine, en l'occurrence ici, une semaine d'hésitation puisque on a, vous le voyez, un cours actuel qui est vraiment à quelques centimes près sur la clôture. Je vais me mettre en ligne pour vous permettre de voir. Regardez, on est sur la clôture du mois de mars à 44,25 €.
Alors, les doji, ce sont des bougies qui annoncent de l'hésitation, mais qui n'annoncent pas un retournement. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou voir parfois sur le web, c'est pas parce qu'on voit un doji qu'il faut crier vente à découvert. C'est simplement une hésitation. Le marché marque le pas après 3 semaines assez agréables, je dois dire, pour les acheteurs, puisqu'on est passé assez rapidement de 35 à 45. C'est quand même une progression importante et on a donc un marché qui reprend son souffle. Alors, de deux choses l'une. Soit effectivement, le marché n'est pas prêt à franchir ce niveau de résistance à 48,65 et auquel cas il repart à l'envers et où est-ce qu'il va? Il va tester le prochain support, c'est-à-dire un niveau assez facile à déterminer autour de 35 euros. Pour simplifier, on va mettre notre support 1 à moyen terme ici. Si au contraire le marché franchit, où est-ce qu'il peut aller? Alors il y a différentes façons pour donner des cibles. Je vous rappelle que si on franchit 48,65, on est sur des niveaux qui n'ont jamais été dans les cours jusqu'à maintenant. Donc toutes les résistances qu'on va essayer d'identifier et de positionner sur ce marché à moyen terme, ce sont des niveaux de vente très théoriques, puisque on suppose, on présuppose qu'il y aura des prises de profit sur des extensions de Fibo ou sur des projections de flag, mais plus le nombre plus grand sera le nombre d'opérateurs qui feront le même travail que nous, plus on aura de chances de voir ce scénario vérifié. Mais il faudra toujours se souvenir que c'est très théorique et que surtout quand on est sur des plus hauts historiques, tout le monde gagne de l'argent. Hein. Donc c'est ce qui va continuer d'entraîner, c'est une force d'entraînement, une force d'inertie à la hausse, où on va avoir des gens qui continuent de penser que le marché peut s'apprécier et qui par conséquent vont continuer d'apporter de l'argent frais sur Soitec et c'est la raison pour laquelle ça risque de continuer de monter. Alors, on va déjà regarder si on a un niveau de Fibo qui coïncide avec un support. Si on se met en clôture, vous voyez que le marché s'est arrêté un petit peu au-dessus du 38% de la dernière impulsion haussière qui a démarré en novembre. Vous voyez que, je vais enlever ce niveau de retracement, il faut commencer à avoir l'œil pour remarquer les différences de rythme dans la progression, qu'elle soit haussière ou baissière. Là, vous voyez qu'on a une progression qui est somme toute, on va dire, contenue, avec des petites bougies qui progressent de manière assez modérée. Et puis là, il y a un vrai changement de consensus avec une accélération haussière en novembre 2016 qui fait que on progresse beaucoup plus rapidement. Alors, on peut décider donc de prendre l'intégralité de l'impulsion. Ça, c'est le premier choix. Et on a un 38 qui est beaucoup plus bas. Ou alors, on peut choisir de prendre la dernière impulsion, et même, j'ai presque envie de dire, l'impulsion à partir d'ici. Et là, on a un 38%. Donc, c'est à la discrétion de chacun de savoir comment on place les retracements. Moi, en l'occurrence, je répète que je vois deux familles de hausses, une hausse qui va être modérée et une hausse très rapide. Donc, je vais mettre mon niveau de retracement de Fibo plutôt sur ce niveau qui part ici, donc novembre 2016, d'autant plus que, non, excusez-moi, c'est pas novembre, oui c'est ça, c'est novembre 2016, on a eu cette première hausse, on a une petite consolidation, et puis on a un marché qui repart à la hausse, donc à partir du moment où j'ai cette très forte accélération et ce retracement à 38, je vais utiliser donc maintenant un outil de projection, et j'ai donc une résistance R2 qui est à 51,60 et puis une résistance R3 qui est à 61,83.
Alors attendez. Voilà, ça veut dire que en cas de franchissement, sur un horizon de temps hebdomadaire, on a nos trois premières résistances qui peuvent faire obstruction à la progression de la hausse. Ceci dit, je vous répète que si ce niveau est dépassé, le titre entrera sur le radar de beaucoup de gestion avec effectivement un signal haussier de moyen terme qui sera donné. Et c'est pour ça qu'on a cette bataille actuellement, parce qu'on a beaucoup d'opérateurs qui prennent leur profit. Alors, on va passer maintenant en daily 1 an. Et on peut faire aussi un autre travail de projection. Regardez, on peut mettre... Attendez, est-ce qu'on peut le faire, ce travail? Non, en fait, j'allais vous dire que on est en présence d'un trading range, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact parce que pour qu'on ait un trading range latéral, il faut qu'on ait 2 points de contact sur le support et 2 points de contact sur la résistance. Et là, sur Soitec, on a 2 points de contact sur le support, mais on n'en a qu'un sur la résistance. Donc, on est dans une hausse qui a fait un pullback et on repart tester le précédent sommet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en bougie quotidienne, on a fait le breakout hier. C'est-à-dire qu'on a fait un nouveau sommet historique sur le titre, que ce matin, on a continué à la hausse, et puis que cet après-midi, visiblement, il y a un retournement de situation, puisque vous le voyez, on a une bougie noire. Hier après-midi, pardon, on a une bougie noire qui montrait qu'on était peut-être en présence d'un piège baissier, c'est-à-dire un faux breakout, c'est-à-dire que les prix arrivent à se hisser au-dessus de la résistance, mais le courant acheteur n'est pas suffisamment fort. Il y a trop d'offres qui rentrent sur le marché et les acheteurs ne sont pas suffisamment déterminés pour éponger toute l'offre qui se présente et par conséquent, c'est comme une inondation. On est obligé de repartir à la baisse pour retrouver des acheteurs sur des niveaux plus bas. Et là, vous le voyez, c'est ce qui s'est passé hier, sauf qu'aujourd'hui, on a une petite résistance des acheteurs, puisque vous le voyez, ils forment une bougie avec une longue mèche basse. Donc, on voit bien que le marché a continué de baisser ce matin et puis qu'il se reprend. Donc, ça veut dire que là où en sont les prix actuellement, si on se place du point de vue de l'analyse stricto sensu, il n'y a pas de support, c'est-à-dire de niveau qui invaliderait le mouvement acheteur actuel ailleurs que sur 35-12. Okay, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui est haussier, que pour le moment, on a fait un nouveau plus haut, donc qu'on est potentiellement sur une reprise de tendance haussière. Ça va être notre scénario numéro 1. Tendance haussière, nouveau sommet, la tendance est confirmée, on va aller faire des nouveaux plus hauts. Scénario numéro 2, c'est un scénario qui est plus pessimiste. C'était un piège haussier et en fait le marché va partir en consolidation. Et s'il part en consolidation, ça veut dire qu'on va retourner à l'intérieur du range avec un premier niveau de support intermédiaire à 40 € et un deuxième support à 35 €. En cas de rupture, on a une tendance qui serait invalidée. Alors, c'est pour ça que il y a une règle, je trouve, qui est intéressante à conserver. C'est quand vous avez un signal qui est donné, quel qu'il soit, en l'occurrence là c'était un signal haussier avec ce franchissement de résistance, il faut voir si il y a derrière ce que les anglo-saxons appellent un follow-through, c'est-à-dire est-ce que le marché, après avoir donné son signal, est toujours pris par le même consensus haussier, ici en l'occurrence, qui va permettre au breakout d'être validé. Comment un breakout est validé? Eh bien, si on reste, par exemple, 3 jours au-dessus du niveau de résistance, ou si on franchit un certain nombre de points au-dessus de la résistance, ou tout simplement si derrière le breakout, il y a toujours un courant acheteur qui se manifeste. Donc, scénario numéro 1, c'est le plus simple. On est dans une tendance haussière. On a une petite hésitation sous la résistance, mais on va la dépasser à court terme et rejoindre 51,60 et 61,83. Deuxième scénario un petit peu plus négatif, c'est de dire en fait c'était un piège haussier, on va retourner maintenant sur le précédent niveau de support, c'est-à-dire ici. Alors ça je vais l'appeler S2.
Et sur ce niveau de support, on va rebondir. Autrement dit, on a un scénario d'accélération directe et on a un scénario de décalage dans le temps avant le breakout. Et puis on pourrait avoir un troisième scénario qui est le scénario où c'est pas un décalage dans le temps avant le breakout, c'est-à-dire on retourne sur 40 et puis on franchit et puis on file vers 51. Le troisième scénario, c'est on reste en consolidation et on va aller retester cette borne basse à 35,12. Alors, du point de vue de l'analyse, les supports sont donc à 40 et 35. Du point de vue du trading, même si ce n'est pas exactement l'objet de ce webinaire, on peut attendre de voir effectivement qu'est-ce qui va se passer autour des 40 euros. Est-ce qu'il va y avoir une réaction acheteuse qui va permettre au marché de rebondir? Et dans ce cas-là, si on a la réaction, ça veut dire qu'on a en tout cas des chances à peu près sérieuses d'aller retester le précédent sommet. Et puis, on va dire que le marché c'est rechargé sur le précédent support et puis que sur le test de la résistance il va franchir. Si en revanche on casse 40 et qu'on retourne sur 35, ça veut dire que là pour le coup, si on décide de payer le support à 35 parce que on estime qu'on est toujours dans un courant acheteur et que le niveau à 35, c'est un niveau de support important et qu'il va y avoir du soutien de la part du marché autour de ce niveau, eh bien c'est a priori, puisqu'on est dans une consolidation, pour viser le précédent sommet, c'est-à-dire entre 46 et 48. Donc voilà les différents scénarios qui peuvent se passer sur Soitec. On a vu ensemble les horizons ou plutôt les objectifs qui étaient envisageables sur un horizon moyen terme. On peut extrapoler un petit peu, j'ai envie de dire, parce que la figure s'y prête quand même, et considérer que on est ici en présence d'un trading range. Si on est en présence d'un trading range entre 35 et 45, alors on peut faire la projection de la hauteur du range. C'est pas forcément l'hypothèse par défaut que je choisirais a priori, mais ça nous donne une cible qui est encore une fois théorique ici à 55-50. Donc on va dire que pour les prochaines semaines, en cas de continuation haussière, c'est 51,60 et 61,83. Et puis, on peut mettre une cible au milieu à 54,40. Dans le cas contraire, si on retourne sur 35 et qu'on enfonce le support, alors c'est vraisemblablement vers ce prochain niveau ici, c'est-à-dire à 26,80 que le marché risque de s'orienter. Et le prochain niveau de support, il sera ici, c'est-à-dire à 19,40, mais vous le voyez, c'est très très loin. Donc, en synthèse, pour conclure sur Soitec, on est sur un marché qui est toujours haussier, une petite hésitation sur la résistance. Il va falloir regarder si on repart tout de suite à la hausse ou pas. Si on repart pas à la hausse, vous avez les niveaux. Si on repart à la hausse, vous avez les résistances et les objectifs de cours. Donc voilà, sur Soitec, ce qu'on pouvait dire, Mathieu, pour répondre à notre auditeur. Merci, Laurent. Je te propose qu'on reste avec le même groupe de questions donc, posées par Daniel avec l'analyse de Valourec en moyen terme. Très bien. Alors, on va regarder ensemble. Voilà, alors attendez, je vais enlever tout ça. Voilà. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur 5 ans hebdomadaires. Pourquoi c'est toujours important de prendre un peu de recul?
c'est déjà pour savoir si on est en présence d'une valeur qui est forte ou d'une valeur qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, sur Valourec, vous voyez que en septembre 2013, on était un petit peu au-dessus des 28 euros et qu'on est maintenant autour des 6. Donc on est sur une action qui s'est considérablement affaiblie au cours des dernières années. Il y a eu un creux de long terme qui s'est mis en place en début d'année dernière. Et puis, vous le voyez, ça a généré une première impulsion pendant 3 semaines. Et ensuite, on a un titre qui évolue à plat. Ce plat, il est légèrement ascendant, puisque vous le voyez, on a quand même réussi à faire un petit décollage entre 3 et 4 euros. Puis après, ça a été nettement plus haussier, puisqu'on est passé de 4 à 6 à 7,47. Et puis après, vous voyez que ce niveau ici, il n'est pas anodin, puisque 7,30, 7,50, c'est le dernier sommet dans la baisse, autrement dit à moyen terme, 7,30, 7,50, c'est le niveau qu'il faut dépasser pour invalider le mouvement qui a démarré en septembre 2013. Donc, on a un marché qui a hésité, qui n'a pas réussi à dépasser ce niveau et qui est reparti à la baisse. Sauf que la baisse, regardez, elle s'est arrêtée assez rapidement, puisque on a baissé pendant 5 semaines et qu'on s'est tout de suite repris et que finalement, ce qu'on peut dire de Valourec, c'est qu'on est, quand on se met sur cette perspective-là, dans un marché qui est haussier, mais lent. C'est-à-dire que là, c'était encore, somme toute, assez dynamique, mais une fois qu'on est venu chercher cette polarité, c'est-à-dire cet ancien niveau de résistance qui devient potentiellement support ici, et qui a été avéré support, puisque vous le voyez, on a hésité pendant 3 semaines avant de rebondir, c'est vrai qu'il y a eu un rebond, mais on ne peut pas dire que le rebond il soit très tonique, puisqu'il n'a même pas été en mesure de ramener les prix sur le niveau de l'ancienne résistance. Donc on est maintenant dans une consolidation à l'intérieur d'une tendance haussière. Pourquoi c'est une consolidation? Parce que ça fait 7 semaines que Valourec ne fait absolument plus rien. Regardez toute cette petite phase ici, cette séquence-là, avec ces bougies noires. C'est de la consolidation, c'est de la congestion, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune pression acheteuse qui se manifeste sur le marché. Pour autant, on n'a pas véritablement de pression vendeuse, puisque vous le voyez, on reste toujours au-dessus du petit niveau de support intermédiaire. Voilà, je vais zoomer pour vous permettre de bien voir ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, on avait cette zone de congestion qui avait été bornée à la hausse sur 5,79. Et cette borne haute, une fois qu'elle a été dépassée, elle a servi de polarité puisqu'on a un marché qui s'est arrêté à plusieurs reprises sur ce support. Donc ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de 5,79, on poursuit ce travail de consolidation. Ceci dit, je tiens à vous faire remarquer que depuis que le marché est reparti à la baisse dans la semaine du 10 avril, il y a 6 bougies à l'écran et parmi les 6 bougies, il y en a 4 qui sont noires et parmi ces 4 bougies noires, il y en a 4, c'est-à-dire toutes qui ont des grands corps noirs. C'est-à-dire quand même qu'il faut observer le travail, il faut observer la couleur des bougies à l'intérieur des trading range et on peut regarder. Alors des fois, on n'arrive à aucune conclusion. Là, c'est pas une conclusion, mais c'est une présomption. On a un trading range, petite zone ici, et dans ce trading range, on voit que la pression, elle a été plus souvent vendeuse qu'acheteuse. Par conséquent, on ne peut pas exclure le risque baissier qui s'exerce sur le titre, d'autant plus que depuis que le sommet à 7,33 a été testé, on est parti en impulsion haussière, correction, et que c'est peut-être ce mouvement-là qui va reprendre et qui va faire qu'on va retourner sur 5 euros. Donc, Valourec, j'ai envie de dire, à moyen terme, attention, danger. Pourquoi? Premièrement, parce que le rebond n'a pas duré. Vous le voyez, une fois qu'on est parti, on s'est arrêté assez rapidement et on s'est arrêté très loin de la résistance. Et puis, deuxièmement,
en s'arrêtant très loin de la résistance, on voit qu'on a beaucoup de bougies noires qui montrent qu'il y a de la pression qui revient à la vente sur le titre. Donc attention, 5,79 en hebdomadaire, si on clôture dessous, ce sera la première fois qu'on le fait depuis le 18 avril, et ça voudra dire peut-être que le prochain niveau, le prochain palier qui sera testé à la baisse, ça sera les 5 euros. Donc, on se remet en 5 ans hebdomadaire, oui. On a Jean qui nous demande si on peut lire la puissance en volume, alors sur Valorec avec OBV. Alors, est-ce que toi, ça te parle? Oui. Alors, l'OBV, c'est pas forcément dans ce cas de figure que je vais l'observer, que je vais regarder ce qu'il fait. Alors, l'OBV, ça veut dire On Balance Volume. Qu'est-ce que ça veut, à quoi il sert cet indicateur? Quand vous avez une tendance haussière et que vous avez par conséquent des sommets ascendants qui se font les uns derrière les autres, vous avez a priori des volumes qui confirment les nouveaux sommets. Et quand on a un OBV qui ne va pas confirmer ces nouveaux sommets et qui va faire des sommets plus bas, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des prix, on fait des nouveaux plus hauts, mais comme l'OBV, en fait, chaque fois qu'on a, si les bougies sont des bougies quotidiennes, chaque fois que la bougie représente une séance positive, on va ajouter le volume. Et chaque fois que la séance sera une séance négative, on va soustraire le volume. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on a des replis dans la tendance haussière, on a plutôt envie, pour valider la force de la tendance haussière, que les volumes soient inférieurs que les volumes dans la tendance haussière. C'est-à-dire qu'on a sur l'impulsion une grosse participation, et puis sur les replis, on a une activité qui est moindre, c'est-à-dire une pression vendeuse qui est moindre que dans la hausse. Quand on a une pression vendeuse qui s'exprime de manière supérieure à la pression acheteuse dans la hausse, ça veut dire qu'on a des dégagements qui sont a priori importants. Et l'OBV est calculé justement pour que quand la session est négative, on va soustraire tous les volumes. Et donc quand on a un OBV qui ne valide pas la tendance haussière, ça veut dire que quand ça baisse, les volumes sont importants, et quand ça monte, les volumes ne le sont pas. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut pas du tout dire que le marché va s'arrêter de monter, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a de manière sous-jacente, j'ai presque envie de dire souterraine, quelque chose qui ne valide pas la solidité de la tendance haussière. Donc, c'est comme ça que je me sers, moi, de l'OBV. De la même manière, dans une tendance baissière, si j'ai une divergence haussière sur l'OBV, ça veut dire que le prix fait des plus bas, mais qu'au niveau des volumes, j'ai de moins en moins de vendeurs. Donc, ça me dit quelque chose. Dans le cas présent sur l'OBV, j'ai des prix qui échouent à faire des nouveaux sommets, mais j'ai un OBV qui monte. Bon, donc c'est un petit peu paradoxal comme situation, et je n'en tirerai par conséquent aucune conclusion. Donc pour répondre à notre auditeur Mathieu, je ne suis pas dans une situation où l'OBV, en tout cas tel qu'il apparaît sur mon chart, alors il faudrait peut-être que je regarde sur un autre chart pour voir si l'OBV ici est bien calculé, mais s'il est bien calculé, c'est pas une situation où je vais tirer une quelconque conclusion du message qu'il essaye de transmettre. Alors, pour revenir sur Vallourec et sur les prix, donc je dis en hebdomadaire, attention, risque baissier. Risque baissier parce que on avait un petit support intermédiaire, on a rebondi faiblement dessus, c'est-à-dire que j'aurais préféré voir la mèche basse du support, excusez-moi, j'aurais préféré voir la mèche basse de cette petite bougie, de ce petit marteau
sur la polarité, alors que là, on a une mèche basse qui enfonce la polarité et que le corps qui dépasse. Ça veut dire que la polarité, elle a été un petit peu chahutée, puisqu'on a à l'intérieur de la semaine des cours qui ont quand même bien pénétré la zone de support. Et puis surtout, encore une fois, regardez, on a eu ce rebond il a duré une semaine supplémentaire, et puis là, on est jeudi, et on a une bougie qui est en train de retester cette zone à 5,79. Donc, je peux affirmer qu'on a une pression vendeuse qui se manifeste sur Valourec, et que si elle arrivait à faire clôturer les cours sous demain soir, hein, sous ce niveau à 5,79, eh bien le risque c'est de retourner sur cette zone importante à 5 euros. Alors on va se mettre maintenant en daily, c'est-à-dire en bougie quotidienne, et on retrouve un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est quand même, on voit bien que le titre est lourd, hein. Depuis le début de l'année, on a fait vraiment des points qui à chaque fois se sont structurés avec des sommets et des creux qui sont descendants. On a eu ici une petite reprise, mais là aussi, regardez comme c'est un peu, c'est lourd. Et on a aujourd'hui une bougie qui clôture, puisqu'il est 17h30, pile poil sur le niveau de support, après une réintégration, vous le voyez ici par cette bougie, de cette zone. Autrement dit, on ne peut pas exclure, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, on ne peut pas exclure de retourner maintenant sur cette zone à 5 euros. Si on retourne sur 5 euros, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une zone qui est importante, une zone de support qui devrait susciter de l'appétit de la part des opérateurs. Si ce n'est pas le cas, alors on pourrait parler d'une impulsion haussière et d'une correction en 3 temps, avec une impulsion baissière, une correction et puis une nouvelle baisse significative avec un niveau de support suivant qui serait autour de 4 euros. Donc, en synthèse et pour conclure, l'analyse technique nous dit que sur Valourec actuellement, attendez, je me remets en délit, il n'y a pas de grand intérêt, à en posséder, puisqu'on est plus en présence d'un titre qui peut se déprécier plutôt que s'apprécier. Donc voilà, il n'y a pas de... Je ne pense pas que ça soit judicieux de se précipiter pour payer ce niveau de support, en tout cas pas avec la bougie d'aujourd'hui. La bougie de demain, si elle invalide complètement ce scénario et qu'on redépasse ce niveau à 6,40, alors effectivement, on aura fait un plus bas qui aura validé cette zone ici à 5,80 et on pourra aller rejoindre 7 et 7,33. Mais tant qu'on n'a pas dépassé ce niveau ici, qui me semble être un niveau important, à 6,38, tant qu'on n'a pas dépassé 6,38, le risque est baissier. Voilà Mathieu pour Valourec. Alors Jean demande sur Valourec si on peut dire qu'il a échoué à la hausse dans un trading range au-dessus de 6. Non. Enfin, c'est un petit peu vague, comme c'est un petit peu imprécis comme analyse. On peut dire en revanche que entre 5,66 et 6,38, là pour le coup, on est dans une phase de consolidation latérale. Que le dépassement de, enfin, excusez-moi, que la rupture de la zone 5,66, 5,79 annonce le retour à 5 et que le franchissement de 6,38 annonce potentiellement le rallye vers 7 et 7,33. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce que moi en tout cas je peux dire. Que tant qu'on n'a pas enfoncé ce support, on est en congestion. Si on casse le support, on va ici. Si on casse la résistance, on va ici. Hein, donc petite zone de congestion qui est en fait, c'est comme si on était dans une pièce avec 2 portes.
La porte du haut, elle ouvre vers l'appréciation à 7,33. La porte du bas, elle ouvre sur la dépréciation vers les 5 euros. Voilà ce qu'on peut dire, Mathieu. D'accord, merci Laurent. Euh, Qu'est-ce que tu préfères, Michelin? Michelin? Et ben voilà, on va La regarder question ensemble. était, est-on autour de 116 en zone support achetable sur Michelin? Alors, euh, cette question, c'est plus une question de trading qu'une question d'analyse. Est-ce que c'est une zone achetable? J'ai envie de répondre, de faire une réponse de Normand. Tout est question de la capacité que vous avez à endurer la baisse tant que le vrai support ne sera pas touché. Il est où le vrai support? Le vrai support, il est là. Le vrai support, il est à 109,75, 110,15. Ok? Ça veut dire que si Michelin cassait le niveau actuel et faisait un nouveau plus haut, bah, ça n'aurait rien. Casser le niveau à 116,40, c'est pas du tout un niveau qui invalide quoi que ce soit. On est en présence d'un titre qui est en train de corriger. Que corrige-t-il? Il corrige la dernière impulsion haussière, c'est-à-dire celle qui a démarré le 19 avril. Alors, évidemment, je suis bien d'accord qu'il y a différents éléments qui plaident pour une reprise de la hausse sur les niveaux actuels. Quels sont-ils? Premièrement, on est sur la borne haute, excusez-moi, on est sur la borne basse du gap haussier. Donc c'est un petit peu la ligne dans le sable qu'il ne faut pas enfoncer. On a une ligne de tendance qui passe à proximité de ce niveau. Puis en mettant une moyenne mobile 50, je suis sûr que voilà, on a une moyenne mobile 50 qui est là aussi encore en dessous, mais qui est bien linéaire. C'est presque une. Regardez, je vais tracer une droite. Vous allez voir que cette moyenne mobile 50, elle a beaucoup d'une droite. Hein. Vous voyez, donc elle est très régulière. Donc oui, je comprends que on puisse envisager de vouloir rentrer à l'achat sur Michelin sur cette zone à 116,40. Alors, euh, déjà, on est sur un marché qui corrige. Donc, il n'y a rien de plus difficile que de savoir quand est-ce qu'une correction est terminée. C'est ce qu'il y a de plus dur. Est-ce que c'est aujourd'hui cette bougie noire sur la borne gap, sur la borne basse du gap haussier qui solde la séquence corrective qui a duré environ 6 jours, ou est-ce que ça va continuer plus bas? C'est difficile à dire. Qu'est-ce qu'elle nous dit la bougie d'aujourd'hui? Elle nous dit que le marché a bien vu la borne basse du gap haussier. C'est une certitude puisque la mèche basse, elle est vraiment pile poil aller chercher ce niveau. En même temps, on ne peut pas dire que les opérateurs ils soient empressés de payer, puisque vous le voyez, on clôture quand même ce soir sous le cours d'ouverture de ce matin. Ça veut dire que le risque baissier ne peut pas être totalement écarté. On a encore une pression vendeuse qui s'est exercée tout au long de la journée. Si vous rentrez, si vous considérez que 116,40 c'est un niveau d'achat, qu'est-ce que c'est le risque que vous prenez? Vous allez mettre, j'imagine, un stop sous la bougie d'aujourd'hui en vous disant la séquence de correction est terminée, ça rebondit. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le risque, c'est que ça fasse ça. Ok? C'est-à-dire que le risque, c'est qu'on ait un petit rebond et puis que ça continue de baisser derrière. Et puis après, pour le coup, on pourrait avoir véritablement sur cette polarité-là, c'est-à-dire sur la zone de résistance du précédent sommet à 113,82, on pourrait tout à fait avoir un rebond. Et alors là, vous vous diriez, c'est bête parce que j'avais raison, c'est bien
payé qu'il fallait, c'était bien payé ce qu'il fallait faire, mais je suis rentré trop tôt et j'ai trop serré mon stop. Donc parfois, moi, je me dis que quand on est en correction et qu'on anticipe la fin de la correction et un rebond, ben parfois ça vaut pas le coup d'essayer d'être le premier. Peut-être que parfois ça vaut le coup d'attendre que le marché valide le scénario qu'on a en tête, et ça vaut le coup d'attendre que le marché confirme que ce niveau a bien été support. Comment le marché pourrait confirmer que ce niveau a bien été support? Bien, si par exemple on avait demain, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Si on avait demain une bougie qui avalerait non pas la séance d'aujourd'hui, mais les deux dernières séances, c'est-à-dire celle de mercredi et celle d'aujourd'hui, dans ce qui serait une bougie d'avalement haussier sur un gap haussier, alors typiquement, le stop, puisque vous avez cette bougie d'avalement haussier, le stop, vous le mettez sous la bougie, et puis si vous avez un peu de chance, vous attendez un pullback intraday le jour d'après sur le tiers supérieur de la bougie ici, et vous mettez votre ordre sur ce niveau. Et effectivement, là, vous avez la confirmation que ce niveau de la borne basse du gap haussier a effectivement été reconnu, identifié comme zone de support. Alors, après, le trading, c'est toujours une question de chaque fois que vous attendez la confirmation, que l'idée que vous avez en tête est en train de se réaliser, moins le prix que vous allez payer est intéressant. Moins vous allez attendre la confirmation, plus vous allez prendre de risques, plus le prix que vous allez payer sera intéressant. Donc, il ne faut pas trop attendre la confirmation et il ne faut pas trop rentrer à l'aveugle. Il faut essayer de trouver le juste milieu entre ces deux bornes. Rentrer juste sur un niveau et rentrer une fois que le marché a confirmé 50 fois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des éléments qui nous permettent de rentrer de manière raisonnée, j'ai envie de dire, sur un support? Ben, on peut par exemple descendre sur un horizon de temps inférieur et regarder si par exemple en intraday, en 60 minutes ou en 120 minutes, on a un double bottom qui s'est fait sur cette zone de support. Ou peut-être que sur cette zone de support à 116,40, on a une tête-épaule inversée qui s'est mise en place. Peut-être qu'on a un trading range latéral qui s'est construit. Autrement dit, je ne pense pas que ça soit justifié de se précipiter pour rentrer dans un marché qui corrige, à moins que vous ayez le profil psychologique adapté, c'est-à-dire que vous êtes capable de rentrer plusieurs fois. Parce que vous le voyez, vous risquez de vous faire stopper. Alors, si vous vous dites, je me suis fait stopper, mais je vais réessayer, alors effectivement, vous pouvez tenter votre chance sur le niveau. Mais si vous avez un profil qui, lorsque votre position est perdante et que vous avez le sentiment que vous avez mal compris ce qui se passait, vous avez de la réticence à rentrer une deuxième fois, et entre nous, pour que vous le sachiez, les meilleurs traders, ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures idées, ce sont ceux qui ont le meilleur money management et qui par conséquent, chaque fois qu'ils font une perte, ça n'entame en rien leur portefeuille. Donc la douleur est supportable. Et comme la douleur, elle est supportable, ils peuvent réessayer une deuxième fois. Si quand vous tentez votre chance la première fois, vous perdez 20% de votre portefeuille, je peux vous assurer que la douleur sera telle que vous y réfléchirez à 2 fois avant de rentrer pour retenter votre chance. Or, c'est tout à fait possible, voire vraisemblable, voire c'est comme ça que les choses se passent, sur la deuxième tentative que le marché va rebondir
parce que justement, la première fois, tout le monde a fait ce que vous avez fait. Bref, il faut donc à chaque fois avoir un money management qui fait que si vous faites une perte, eh bien, vous ne perdez pas trop, de telle manière à ce que si vous avez tort, vous pouvez retenter la même idée une deuxième fois sur un niveau différent. Donc, si vous n'avez pas ce profil-là, vous êtes condamné, entre guillemets, à attendre une petite confirmation pour que le marché valide effectivement votre idée. Autrement dit, ça revient à dire, je pense qu'il va y avoir une réaction des boules sur ce niveau, et ben je vais les laisser me montrer qu'effectivement ils sont bien là, et je vais les laisser me prouver qu'ils ont bien le marché en main et que c'est sur ce niveau qu'ils décident d'opérer. Et par conséquent, une bougie d'avalement haussier, après une baisse, c'est typiquement le genre d'élément que vous pouvez attendre. Alors, ça peut être une bougie d'avalement haussier, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un marteau, enfin bon, ça peut être différentes bougies de retournement telles qu'elles ont été identifiées par les Japonais pour justement attendre une confirmation et dans ce cas-là, rentrer sur la zone à 116,40. Donc, pour répéter et synthétiser, 116,40, je comprends qu'on ait envie de le payer comme niveau. Ce que vous devez faire, je ne peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de support, il n'est pas à 116,40, il est beaucoup plus bas, le vrai niveau. Ça veut dire qu'on peut rebaisser jusqu'à 111 sans que ça change, sans que ça cause un préjudice technique irréversible, entre guillemets. Si on casse cette zone à 110, là pour le coup, on casse le dernier creux dans la hausse. Ça veut dire qu'on était dans un marché qui était haussier et qui, par la rupture du niveau à 110, redevient un marché neutre. Là, il y a un préjudice. Il y a ce que j'appelle moi un dommage technique. Mais là, si on descend un petit peu, il n'y a pas du tout de dommage technique. Donc, je vous laisse la discrétion de choisir où est-ce qu'est votre niveau d'achat. Je comprends que ce soit ce niveau, mais attention, le stop est éloigné. Voilà Mathieu, j'ai répondu sur Michelin. Donc, et j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin pour répondre, non pas pas vous faire une réponse de Normand, mais vous faire une réponse claire et tranchée. En ce qui me concerne, tant que je ne vois pas de bougie qui montre que les haussiers ont repris la main sur le marché, j'attendrai avant de rentrer. Moi, j'aime bien que le marché me valide un niveau que j'ai vu. Voilà Mathieu. Merci Laurent. On va continuer vers, j'allais te proposer Nexan. Oui, Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat, hein. On y répondra avec plaisir sur le vif. Alors, tu m'as dit Nexans? Oui, Nexans, on avait une question de Pierre qui était à savoir, est-ce que le titre est en phase de consolidation, trading range? La question qui revient souvent, faut-il conserver ou renforcer? Et lui est en étude donc, long terme avec une base hebdomadaire. D'accord. Alors, long terme, hebdomadaire. Il voit un RSI orienté à la baisse suite à une divergence baissière entre le 28 octobre 2016 et le 10 février 2017. Bon. Et Laurent a raison, n'hésitez pas à nous poser des questions à rebondir en tout cas sur ce que Laurent dit. Si jamais vous avez des questions, je lui transmettrai avec grand plaisir. Pas évident, hein, de tracer une ligne de tendance sur Nexans. On a ici une réaction. Alors on a Philippe qui nous demande si jamais on a le temps d'étudier le titre Euraseo. D'accord. Alors, on a une ligne de tendance baissière qu'il faut considérer comme à demi valide, j'ai envie de dire,
parce qu'elle a été quand même bien chahutée ici, cette ligne de tendance haussière en hebdomadaire. Mais bon, on ne peut pas dire non plus qu'elle n'existe pas. C'est toute la difficulté des lignes de tendance. C'est pour ça que j'en fais pas moi-même un usage exagéré, parce que avec le temps, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment différenciant et qui permettait d'avoir une argumentation solide par rapport à un rebond éventuel du marché. En tout cas, elle existe. Voilà, on va lui donner, on va la sous-pondérer dans les facteurs qu'on va chercher sur Nexans en hebdomadaire. Moi, j'ai envie de dire que le titre, il est quand même lui aussi un petit peu lourd. Hein. Regardez toute cette période. Attendez. Voilà, on est quand même sur un titre qui ne progresse plus depuis octobre 2016. Alors, c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que si vous regardez le CAC 40, depuis octobre 2016, ça doit être du 12 ou du 13% qu'il a pris. Si vous regardez le CAC 40 depuis le début de l'année, on doit être à, je sais pas, mais 5 ou 6% à peu près. Si on regarde ce qu'a fait Nexans depuis le début de l'année, regardez, le 2 janvier c'était là, le 2 janvier c'était là, Nexans est en perte depuis le début de l'année. Donc c'est un titre qui ne présente pas beaucoup d'intérêt dans un portefeuille, puisqu'il sous-performe, c'est-à-dire qu'il fait moins que le CAC 40. Donc ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. Et d'ailleurs, je vous invite toujours à faire deux choses quand vous avez envie. Alors, je mets le trading à côté, je parle plus d'investissement. Quand vous avez envie d'investir dans une action pour du moyen terme, et j'en parle puisque notre auditeur nous demande de faire une analyse à moyen terme, la première chose, c'est que vous mettez toujours un horizon de temps très grand pour voir déjà si le titre il est sur des plus hauts historiques ou sur des niveaux plus hauts ou s'il est sur des plus bas. Si on va se mettre en mensuel, on voit que Nexans est un titre qui a très bien performé depuis décembre 2014 et que c'est un titre qui est donc en haut de tableau, puisque vous le voyez, tout proche des niveaux historiques. Ceci dit, si on rétrécit l'horizon de temps, on voit que sur l'année 2017, il ne se passe plus rien. Et j'ai même envie de dire, on est actuellement sur un niveau de prix qui correspond à quoi? La clôture de ce soir, eh bien, c'est à quelques centimes près le plus haut de la clôture de la semaine du 8 août 2016. Ça veut dire que si vous aviez acheté Nexans dans la semaine du 8 août 2016, vous n'auriez rien gagné à ce jour. Donc, ça veut dire qu'à moyen terme, c'est un titre qui est fort. À court terme, c'est un titre qui ne fait plus rien. Continuons l'analyse. Même à moyen terme, j'ai envie de vous dire, il se passe quelque chose de pas très positif sur Nexans. C'est qu'on est peut-être en train de mettre en place une séquence de distribution. C'est-à-dire qu'on a beaucoup monté, on évolue maintenant de manière latérale. Quand est-ce qu'on saura si c'est une séquence avérée de distribution? Si on casse le dernier support, c'est-à-dire à 44,56 en clôture hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le titre? On a fait un premier sommet. On a fait un pullback. On a fait un deuxième sommet, marginalement plus haut que le premier. En clôture, il est plus haut, vous voyez? Et encore, il est un peu plus haut. Mais quand on se met
en mèche et en bougie, on voit que le plus haut, il était ici, à 54,31, et que vraiment, on a fait du 55,41. Hein, on a fait 1 euro de plus sur toute la hausse qui précède depuis 2014. Donc, on a fait un deuxième sommet marginalement plus haut. Et puis, on est reparti à la baisse. Et là, si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a cassé le support. Mais si on se met avec les mèches, on voit qu'on est toujours au-dessus. Autrement dit, on voit bien qu'on est sur un titre qui est en trading range. Okay, et que une fois que le niveau à 44,56 il a été testé, on a eu un très fort rebond, mais que ce très fort rebond, a priori pour le moment, il n'a pas été en mesure de rallier la zone de résistance qui était celle du précédent sommet à 54,31. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Quand on met bout à bout tous les éléments que je viens de vous décrire, ben que a priori, le potentiel haussier sur Nexans, il n'est pas extraordinaire. D'autant plus qu'on a actuellement un titre qui, cette semaine, est en train de repartir vers la zone de support. Alors, ça veut dire que on a apparemment des investisseurs qui ont commencé un travail de rotation à l'extérieur de Nexans, c'est-à-dire qu'ils vendent. Chaque fois qu'on fait des plus hauts, ils se débarrassent des titres. Et puis là, a priori, ils se débarrassent des titres, ils continuent de se débarrasser du titre, des actions, sans même attendre qu'ils reviennent sur la zone de résistance. Donc c'est comme s'il y avait une espèce d'empressement, d'impatience à sortir du titre. Je dis attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser dès demain matin 9 heures du titre, mais ça veut dire qu'on voit bien que depuis plusieurs mois, ça ne fait plus rien. Donc sur Nexans, on est sur un marché qui est haussier à long terme, qui à moyen terme est en train de donner des signes d'essoufflement. Ces signes d'essoufflement déboucheraient sur un retournement potentiel sur la rupture de 44,56. L'échec à rallier la résistance est pour moi un pré-signal de regain du courant vendeur qui ferait que retourner sur 44,56 n'est pas à exclure. Alors on peut tout à fait avoir un rebond et une réaction des acheteurs comme une espèce un rebond d'orgueil, j'ai envie de dire, sur 44,56 pour relancer le marché. On ne peut pas exclure tout ça. Mais enfin, on voit bien que depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, il n'y a pas un grand intérêt. L'analyse nous montre qu'il n'y a pas un grand intérêt à en posséder, puisque vous le voyez, sur cet horizon de temps-là, il ne se passe plus rien. Est-ce que j'ai répondu, Mathieu, à notre auditeur? Est-ce qu'il peut nous dire s'il est satisfait ou s'il y a des choses sur lesquelles il aimerait qu'on revienne? Alors, le temps qu'il nous réponde, Jean rebondissait sur une de tes remarques. Il voulait savoir si on cassait 44,56, est-ce que un retracement de Fibonacci peut amener le titre à se replier vers les 35 euros? Quant à Pierre, est-ce que Pierre peut nous confirmer que Laurent a bien répondu à sa question? Regardez comme les choses sont bien faites. On a une zone. Si on casse à moyen terme 44,50, la zone suivante de support sur Nexans à moyen terme, elle est entre 36,58 et 35. C'est toute cette zone-là, où il pourrait y avoir à nouveau des opérateurs qui considèrent que c'est une opportunité de revenir sur le titre bien moins cher. Ce que j'ai envie de dire également, c'est que c'est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais on peut voir une espèce de tête-épaule déformée, une tête-épaule bizarre. Alors comment elle se manifeste, cette tête-épaule? Mais je trouve que ça vaut quand même le coup d'en parler parce qu'elle est là. Il y a cette épaule gauche
qui est dans le rallye. Ensuite, on fait un pullback et on fait la tête légèrement plus haute, que l'épaule gauche. Et puis on baisse et puis on fait l'épaule droite qui, elle, montre vraiment la faiblesse du marché. Alors pourquoi cette tête-épaule, elle n'est pas belle? Parce que sa ligne de coup, elle est très difficile à trouver. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire c'est un peu tiré par les cheveux. Mais si on ne peut pas parler de tête-épaule au sens littéral, moi je la reconnais quand même dans l'esprit, c'est-à-dire de la distribution qui rentre sur le marché. Et puis on va essayer de mettre notre seuil d'exigence le plus loin possible, c'est-à-dire que c'est vraiment ce niveau de support à 44,56 qui doit être enfoncé de manière significative pour annoncer le nouveau potentiel baissier sur le titre, autrement dit, le retournement potentiel d'un marché qui était haussier et qui ne le serait plus et qui pourrait baisser par conséquent sur 36,50, 35. C'est toute cette zone qui pourrait être maintenant le prochain objectif de cours si effectivement on cassait de manière très significative 44,56. Dernière précision, ce que j'aimerais voir comme itinéraire baissier pour être sûr, entre guillemets, si on peut affirmer une chose pareille, parce que être sûr sur les marchés, c'est pas quelque chose qui va très bien. Il faut plutôt raisonner en termes de probabilité plutôt qu'en certitude. Mais en tout cas, si on s'arrêtait sur le support à 44,56 et qu'on avait de nouveau un rebond et que ce rebond, il n'arrivait même pas à dépasser 47,28 et qu'on cassait 44,56, alors là, pour le coup, je serais beaucoup plus sûr dans mon diagnostic d'une baisse à venir que si on cassait directement le support à 44,56. Voilà, Mathieu. Merci, Laurent. On arrive à la fin du webinaire. Donc, on a répondu à la plupart des questions. C'est toujours difficile de répondre à toutes en 1 heure. N'hésitez pas donc à nous renvoyer vos questions ou à nous en poser d'autres par mail cette semaine avant le prochain webinaire. Merci Laurent de tes réponses qui De rien, aident Mathieu. toujours à nos auditeurs, je te le garantis. Je te souhaite un bon week-end et à vous de même, chers spectateurs. Alors, Mathieu, une petite précision. Jeudi prochain, y a-t-il un webinaire? Jeudi prochain, non, il me semble que non, étant donné que c'est un jour férié. Voilà, donc Le prochain webinaire se dans 15 fera en jours, juin. en juin. En juin. Voilà, donc chers auditeurs, si vous ne recevez pas d'email Pas de panique. d'invitation la semaine prochaine, pas de panique, c'est qu'on sera tous en vacances et par conséquent on se donne rendez-vous au mois de juin, déjà juin. Voilà, bah écoutez, sur ce, Déjà je vous juin. remercie tous de votre attention et puis je vous souhaite une excellente soirée et on vous donne par conséquent, a priori, à moins qu'on se trompe Mathieu et moi, a priori on se donne rendez-vous dans 15 jours. Bonne soirée à tous. À bientôt, bonne soirée, au revoir.